êtes à l'écoute de l'Office de radio et télévision du Mali. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre antenne à Bamako. Il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 10 juillet 2023, la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023 suite mais pas fin. Les troupes continuent leurs prestations. Sur le plancher hier soir, il y avait Koulikoro ou encore Dioïla. En marge de l'événement, s'est tenu le lancement d'une plateforme digitale destinée à géolocaliser et à répertorier les initiatives culturelles. La fin du Hajj pour la filière gouvernementale. Les derniers pèlerins de cette filière sont rentrés hier. Les difficultés n'ont pas manqué, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. À l'arrivée, 7 pèlerins manquent à l'appel. Mettre l'accent sur la formation, c'est l'une des toutes premières conclusions que tirent les organisateurs. L'actualité hors de nos frontières, le sommet de la CEDEAO à Bissau en Guinée avec le retour du Nigeria au premier plan. Le président nigérian a été élu à l'unanimité à la tête de l'organisation sous-régionale. Parmi les sujets évoqués, le départ annoncé de la MINUSMA et ses répercussions possibles sur la sous-région. Pas d'adhésion à l'OTAN pour l'instant pour l'Ukraine. Kiev attendra certainement, selon le président américain, optimiste cependant quant à l'entrée de la Suède. Le sommet de l'OTAN se tiendra en Finlande. En route pour Vilnius, Joe Biden est arrivé hier au Royaume-Uni. Et puis les sports football, l'AS Real de Bamako, sacrée championne du Mali édition 2023. 4e sacre des Noirs et Blancs de Bamako à l'issue d'une saison de résurrection pour certains clubs mythiques. À l'Afro-CAN de basket, ça ne va pas fort pour les nôtres. 2 sorties et 2 défaites. Fotiki Tunkara sera là pour la qualité des sports. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un groupement de la garde nationale s'installe bientôt à Bandiagara. La première pierre du camp qui l'accueillera a été posée hier. Il s'agit de renforcer le maillage sécuritaire du territoire et de contribuer par la même occasion à l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité au bénéfice des populations. Le lancement des travaux de construction qui doivent durer 5 mois a été effectué par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, correspondance Idrissa Keita. Sur ce site de 5 hectares sera bâti le poste de commandement du groupement de Bandiagara. Il est situé dans la zone administrative sur la route de Dourou. C'est une Saï, maire de la commune de Bandiagara. La sécurité n'a pas de prix. Il y a 2 ans, monsieur le ministre, à cette place, il ne faut pas vous asseoir. À 18h, les populations se terraient. C'est pourquoi c'est le lieu encore pour moi de remercier et de féliciter toute votre administration. Parce que même les moments les plus difficiles, l'administration a été ici avec nous. Mais des fois, quand on est en colère, on dit au bec à Takaboui. Parce qu'on est très en colère à un moment aussi de la vie. Colonel Famouke Kamara, chef d'état-major de la garde nationale du Mali. La réalisation de cette infrastructure va considérablement améliorer les conditions de vie et de travail du personnel du groupement régional de la garde nationale du Mali, de Bandiagara, tout en renforçant davantage la mise en œuvre de la carte sécuritaire des forces de défense et de sécurité en général. Cette infrastructure est entièrement financée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile sur le budget national. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Une des plus grandes priorités aujourd'hui du gouvernement de la transition, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Aucune œuvre humaine n'est possible sans la sécurité. Dans le cadre de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité, qui est une volonté affichée et ferme du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, cette montée en puissance passe obligatoirement par l'acquisition d'équipements et la réalisation d'infrastructures. Les équipements permettent à nos forces de défense et de sécurité de mener à bien leur mission, mais les infrastructures aussi, pour tenir les délais. Aujourd'hui, c'est la course contre la montre. La sécurité n'a pas de prix, donc on doit aller, on doit foncer. D'un délai de 5 mois, ce bâtiment comprend un bloc de bureaux en R+1, un logement pour le commandant de groupement et un autre pour son adjoint, un poste de garde, des toilettes et un forage équipé.
7h05 à Bandiagara, les douanes du Mali face au défi de la lutte contre la corruption. Elles ont initié une rencontre sur le programme anticorruption et de promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. Une rencontre à l'issue de laquelle plusieurs recommandations ont été formulées. Boubacar Kanouté. La corruption engloutit les initiatives et freine le développement socio-économique du pays. Pour lutter implacablement contre ces fléaux, la douane malienne monte au créneau à travers ce présent atelier du programme anticorruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. 3 jours de travaux ont permis aux douaniers, à des opérateurs privés et autres acteurs de se familiariser avec les mécanismes permettant de contrecarrer toute fraude au sein de la douane. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali. Il est de bon ton que lorsque le diagnostic est posé, il convient d'y apporter un remède. Il est temps, et grand temps, qu'on prenne le taureau par les cornes. Temps pour apporter des réponses à la sempiternelle question de la corruption et de promouvoir l'intégrité au sein des administrations et particulièrement au sein de l'administration des douanes. La lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité est une préoccupation majeure qui s'inscrit en droite ligne de la nouvelle dynamique de gouvernance prônée et encouragée par les plus hautes autorités dans le cadre de la refondation de notre pays. Suleiman Babar Traoré, président du syndicat des transitaires du Mali. Compte tenu de la sensibilité et du rôle extrêmement important de la douane dans l'économie malienne, l'adhésion de la Direction générale des douanes à ces programmes est saluée et encouragée par nous, opérateurs économiques du Mali. Ce renforcement de capacité des soldats de l'économie dans la lutte contre la corruption arrive à point nommé, quand on sait que ceci contribue à renflouer les caisses de l'État, donc un maillon important. Cette rencontre a été un déclic qui présage un nouveau départ, zéro corruption. Jean Lutte, expert ACP. Ces ateliers ont permis de construire un échange constructif entre les représentants des douanes et les représentants du secteur privé, à dialoguer, à échanger autour d'un diagnostic de la situation en matière de lutte contre la corruption et de prévention de l'intégrité, l'identification des attentes, des exigences et des besoins de chacun des acteurs, et en particulier des acteurs du secteur privé, l'élaboration d'une feuille de route qui va permettre dans les prochaines semaines aux différents acteurs du secteur privé et des douanes de se rencontrer. La réussite passe par une action collective, y compris la population. Plusieurs recommandations ont été formulées, comme la concertation des parties prenantes pour des échanges réguliers, la poursuite des mesures pour la simplification et la dématérialisation des procédures pour plus de transparence et l'instauration des mécanismes de dénonciation. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. À 7h09, des nouvelles de la plus grande manifestation artistique et culturelle du Mali, la Biennale édition 2023 se poursuit à Mopti avec donc les prestations des troupes en compétition sur le plancher hier soir, les régions de Koulikoro ou encore de Dioïla, des troupes qui ont émerveillé le public venu nombreux à travers diverses prestations. En marge des festivités, le projet Donkoni Maya a procédé au lancement d'une plateforme digitale. Il s'agit pour les acteurs de ce projet de géolocaliser et de cartographier l'ensemble des activités culturelles. Oumar Maïga. www.fuga.gouv.ml, c'est le nom du domaine de la plateforme digitale née d'un partenariat fécond entre le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, la Direction nationale de l'action culturelle et le projet GIZ. Alamouta Danyogo, directeur national de l'action culturelle. Cette plateforme digitale, accompagnée d'un agenda culturel du Mali, a pour objectif de géolocaliser et de cartographier les événements culturels à travers le pays, tout en recueillant des données essentielles sur les établissements, les équipements culturels et les sites patrimoniaux. La plateforme digitale fuga.gouv.ml, qui vient d'être lancée, représente un outil qui va révolutionner et valoriser le secteur culturel. Edmond Moukala, chef bureau représentant de l'UNESCO au Mali. La culture innove, la culture évolue et la culture surtout doit communiquer. Tout ce qui sera communiqué donc à travers le numérique permettra donc aux acteurs culturels non seulement
de faire connaître en fait leurs œuvres, mais aussi par ce même moyen obtenir aussi des retours, des rentrées vraiment économiques. La réussite de la plateforme digitale Fouga exige un engagement et une participation active des acteurs. Yamoussa Fani, chef de cabinet du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. En tant qu'acteur culturel, vous êtes les gardiens de notre héritage, les ambassadeurs de notre identité culturelle et les créateurs de notre avenir artistique. Kassim Bengali, membre du réseau KIA. Il était temps qu'on ait une plateforme d'information comme ça. Nous rencontrons pas mal de difficultés pendant l'exécution de nos activités sur le terrain. Il y a tellement de chevauchements de dates, mais s'il y a une plateforme de façon officielle, nationale, suivie par le ministère de la Culture, je pense que les partenaires peuvent avoir confiance à nos différentes activités. Une nouvelle ère de valorisation et de collaboration est offerte aux acteurs de la culture de consolider l'héritage culturel. Mopti Oumar Meiga, Tayeb Adjaouyekoui pour l'ORTM. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Il est 7h11 dans la Venise malienne. Parlons du pèlerinage 2023 Hajj bouclé. Pour ce qui concerne la filière gouvernementale, les derniers pèlerins ont regagné Bamako hier en provenance de la Mecque. À l'heure du bilan, d'un premier bilan donc, on retiendra que les choses se sont globalement bien passées. À l'arrivée, 7 pèlerins manquent à l'appel. Ils ont été atteints par la grande faucheuse pendant leur séjour à la Mecque, décédés donc de mort naturelle, nous dit le délégué général de ce Hajj, Dr Abdul Fattah Sissé. Il est au micro de Smaïla Berti. L'ensemble des pèlerins maliens de la filière gouvernementale ont déjà quitté la Mecque. Dieu merci, ça s'est très bien passé à Médine, à la Mecque et même Mina, Arafat, Muzdalifa. Cette année, il y a eu beaucoup de difficultés parce que compte tenu du nombre de 4 millions de pèlerins, donc c'était vraiment une année de défis. Les jours d'Arafat, il y a eu beaucoup de blocages, mais directement avec l'implication des autorités saoudiennes, ça a été réglé et tout le monde a regagné Mina le lendemain. Et c'est qu'il faut noter aussi que cette année aussi, le Mali a enregistré 7 cas de décès. Ce qu'il faut retenir de ça, cela veut dire qu'il faut vraiment former nos pèlerins. Parce que c'est ce qui nous manque. Et former même notre commission aussi de l'encadrement. Malgré qu'on a commencé à former nos pèlerins depuis 1 an, mais on a compris que jusqu'à maintenant, il faut continuer et comment l'opération même des pèlerinages se passe à Médine et comment ça se passe à la Mecque et à Mina, Arafat, Muzdalifa dans les années à venir, Inch'Allah. Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors de nos frontières, le sommet de la CEDEAO avec le retour du Nigeria au premier plan. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été élu à l'unanimité nouveau président en exercice de l'organisation. C'était à l'issue de la 63e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue hier à Bissau. À peine désigné à l'unanimité donc, il a annoncé la couleur, sa priorité, la consolidation de la démocratie dans l'espace CEDEAO. Parmi les sujets évoqués, la prochaine fin de la mission de la MINUSMA et les inquiétudes que ressentent déjà les populations des États de la sous-région. Une commission a été créée. Elle dispose de 90 jours pour réfléchir et faire des propositions à l'institution sous-régionale. Fin du suspense au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba a annoncé hier qu'il sera candidat à un 3e mandat à la présidentielle du 26 août. J'annonce officiellement aujourd'hui que je suis candidat à l'élection présidentielle, a-t-il lancé devant une foule de partisans dans un discours prononcé dans la zone économique spéciale de Nkok, près de la capitale Libreville. De son côté, Alexandre Barraud-Chambrier, un des poids lourds de l'opposition, a été choisi également pour représenter son parti, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, à l'élection du 26 août. Économiste de formation, député pendant une décennie, Alexandre Barraud-Chambrier a été plusieurs fois ministre sous Omar Bongo, puis durant le mandat d'Ali Bongo où il avait obtenu le portefeuille du pétrole. Il était passé dans l'opposition en 2016.
française. En Guinée, après un mois et demi d'interruption causée par une grève des avocats puis des gardes pénitentiaires, le procès du massacre du 28 septembre 2009 à l'arrêt depuis le 24 mai devrait reprendre ce lundi. Un procès qui promet d'ailleurs de nouveaux rebondissements. Depuis 2 semaines, en effet, les tensions entre Moussa Dadis Camara, ancien chef de l'État, et Marcel, son neveu, s'étalent dans la presse. Ce dernier pourrait revenir à la barre pour faire de nouvelles révélations. Bientôt 10 mois que le procès s'est donc ouvert et il n'est pas prêt de se terminer. Après les victimes, les témoins devront comparaître, puis viendront les confrontations, les plaidoiries et enfin le verdict. Il n'y a plus de doute, là également, l'Afrique du Sud organisera en août le prochain sommet des BRICS où Vladimir Poutine est invité, et ce malgré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le président russe. La confirmation a été donnée par le président Cyril Ramaphosa. Nous avançons dans l'organisation du sommet des BRICS et finalisons les discussions sur le format, a déclaré le président sud-africain à la presse en précisant que cette rencontre rassemblant en principe l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie aura lieu en présentiel. L'ONU a prévenu hier que le Soudan était au bord d'une guerre civile totale potentiellement déstabilisatrice pour toute la région au lendemain de la mort de dizaines de civils dans un raid de l'armée de l'air sur un quartier résidentiel de la capitale Khartoum. Le bombardement survenu samedi sur le quartier de Dar es Salaam à Omdurman, la banlieue nord-ouest de la capitale, a fait selon le ministère 22 morts et un grand nombre de blessés parmi les civils. De leur côté, les forces de soutien rapide, les FSR paramilitaires en guerre contre l'armée depuis le 15 avril ont dénoncé la perte tragique de plus de 31 vies et de nombreux blessés, mais l'armée a rassuré dans un communiqué hier que ses forces aériennes n'avaient visé aucun objectif samedi à Omdurman. Le président américain Joe Biden est arrivé hier au Royaume-Uni où il rencontrera le roi Charles III et le premier ministre Rishi Sunak avant de se rendre au sommet de l'OTAN à Vilnius puis en Finlande. Biden et Charles III doivent discuter des questions climatiques, un sujet sur lequel le roi, 74 ans, milite et s'exprime depuis plus de 5 décennies. Le président américain doit ensuite s'entretenir avec le premier ministre Rishi Sunak au 10 Downing Street, mais le cœur de la tournée de Joe Biden sera le sommet de l'OTAN mardi et mercredi dans la capitale lituanienne Vilnius où les alliés occidentaux évoqueront leur soutien à l'Ukraine contre l'invasion russe. Le démocrate espère en profiter pour convaincre la Turquie d'accepter la candidature de la Suède à l'OTAN. Biden qui estime que l'Ukraine n'est pas prête à rejoindre l'OTAN à cause donc du conflit avec la Russie. Radio Mali à Bamako et environ 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Retour ici au Mali avec le grand format du lundi. Êtes-vous gaucher ou droitier? Nous nous intéressons aujourd'hui à l'utilisation de la main gauche chez nous au Mali. Oui, considérée comme impure, son utilisation est vue la plupart du temps d'un mauvais œil et pourtant c'est bien une partie du corps humain qui reste très utile dans la vie de tous les jours, nous dit le chroniqueur du lundi. Retrouvons Bourama Traoré. Si saluer son prochain fait partie du code de vie au Mali, lui tendre la main en est encore l'acte le plus visible et le plus concret certainement. Boubacar Keïta se plie à cette exigence sociale à chaque rencontre. Interrogé sur la raison de ne pas saluer avec la main gauche, sa réponse est sans équivoque. Je n'ai jamais donné la main gauche à quelqu'un pour le saluer, quoi. Quand on donne la main gauche à quelqu'un, c'est pour le saboter. Et puis, même ici au Mali, si tu as tendu la main gauche à quelqu'un, il refuse de le prendre. Même le gaucher, il donne la main droite. Quand on a une seule main, quand même, là, on accepte ça. Mais quand on a deux mains, là, même si tu es gaucher, tu donnes obligatoirement la main droite. L'usage de la main droite pour accomplir ces gestes de politesse a un fondement culturel et éducatif, selon Abdoulaye Maïga et Nouhoum Damele, deux citoyens pour qui il est impensable de l'exécuter avec une main interdite. Je ne tends pas la main gauche à quelqu'un pour le saluer, puisque ce n'est pas dans ma culture en réalité. On dit normalement il faut saluer selon l'usage. Ma culture me dit, quand je dois saluer quelqu'un, soit je le dis, je dis assalamu alaikum, ou bien je lui donne ma main droite. Donc, dans ma culture, ma main gauche n'est pas indiquée pour saluer quelqu'un. Voilà, c'est une question d'éducation. C'est une culture chez nous, parce que depuis à l'enfance, les parents, ils apprennent les enfants à saluer avec la main droite, et non la main gauche. La main gauche, selon moi, ça représente tout ce qui est négatif. Bon, ceux qui sont gaucheux, ça se comprend aisément, c'est naturel. Bon,
doit pas avoir de problème dans ça. En définitive, quand on tend la main gauche à quelqu'un, on est vite vu d'un mauvais œil. Bien qu'elle soit une partie intégrante du corps de l'être humain, son usage suscite pas mal de réactions. Sidi Lamini Bagayoko est sociologue. En réalité, la main gauche n'a pas de signification particulière dans nos sociétés africaines. Mais par contre, elle a des attributs. Et cela se comprend aisément. Et vous savez, les droitiers constituent plus de 90% de la population mondiale. Dans une société à majorité droitier, les gauchers sortent de l'ordinaire. L'usage de cette partie du corps est perçu comme un mauvais signe, une source de malheur. Une personne qui s'entête ou qui oublie de donner les choses chaque fois aux autres avec la main gauche est considérée comme une sorcière. Dans un pays à forte tradition comme le Mali, l'usage de la main gauche va au-delà d'un simple interdit. Les gauchers sont mis dans les paniers des gens à l'envers entre guillemets. Moussa Sissouma est traditionnaliste. Ceux qui travaillent avec la main gauche, on les écarte un peu de beaucoup de choses. On va jusqu'à qualifier la main gauche mauvaise main. Jusqu'à présent, dans les milieux traditionnels, les gens qui utilisent beaucoup plus la main gauche, il y a certaines de nos traditions, on n'aime pas qu'ils soient devant. Un chef de village qui est gaucher, on l'interdit d'être chef de village. Même s'il a le droit de ça. Ça a un poids. En plus, ceux qui travaillent avec la main gauche, les gens se défient d'eux. Et quand on peut, on les évite. Par exemple, quand les gens voyagent, on préfère donner la main gauche en disant à nous revoir. Parce que c'est vraiment ces données. Comme on le dit là, l'éclair est à gauche. C'est un peu ce sens-là. Selon des croyances bien ancrées, la main droite symbolise le bien avec laquelle tous les bons actes doivent être accomplis. Par contre, la main gauche sert à poser ceux jugés impurs selon le sociologue Sidi Lamini Bagayoko. Dans la vie de tous les jours, si les bons actes sont réalisés par la main droite, comme manger, boire, travailler, cultiver, cuisiner, et faire la pêche, ainsi de suite, donc il faut trouver quand même quelque chose pour la main gauche. Et c'est pour cela que tous les actes considérés comme impurs sont effectués par la main gauche. Se débarrasser, par exemple, des déchets et tout ce qui est sale. Donc, c'est devenu comme un interdit de remettre quelque chose avec la main gauche. Du côté religieux, l'islam est formel. Saluer quelqu'un avec la main gauche relève d'un acte faisant partie des interdits, comme nous l'explique l'imam Mahamadou Aïdara. Notre prophète, paix et salut sur lui, a dit: la main droite est toujours meilleure sur la main gauche. Donc la main gauche en islam sert à enlever, si on peut dire, les saletés. L'islam, même pour saluer avec la main gauche, c'est prohibé dans l'islam. À moins que si tu es privé de la main droite. Sinon quand même avec les deux mains, on ne doit pas du tout saluer quelqu'un avec la main gauche. C'est interdit. Interdit, même si la main gauche reste très utile dans la vie au quotidien, une partie essentielle donc du corps dont le manque crée certainement plus d'ennui que son usage. – 7h23, l'actualité des sports avec Fotiki Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Fotiki. Bonjour Yakonate, bonjour à tous. Et nous commençons par le championnat national de football. L'épilogue, c'était hier le sacre de l'AS Real de Bamako. Oui, 37 ans après son dernier titre remporté en 1986, le Real de Bamako est sacré champion du Mali au compte de la 30e et dernière journée du championnat national de Ligue 1 malienne de football. Hier, au terrain de l'ASB, les Scorpions de Bamako ont battu Blasta de Badalbougou par le score sans appel de 6-1. Retenez bien, 6-1 et décrochent ainsi leur 4e titre de l'histoire en embuscade derrière avec 3 points de retard au même moment. Le Djolba AC a dominé 4-1. Il est olympique. C'était au stade Diarra H de Koulikoro, juste un an après son élection le 12 juillet dernier. À la tête du Real, le président Famara Dambélé et son équipe mettent ainsi fin en championnat à 37 ans de disette pour l'AS Real de Bamako et surtout à 37 ans d'hégémonie du Stade Malien de Bamako et du Djolba AC. Je vous propose à présent de suivre la réaction à chaud du président de l'AS Real de Bamako, Maître Famara Dambélé, que nous avons joint au téléphone. Le 12 juillet, j'ai été élu président du Real. Donc j'avais des objectifs bien précis. J'ai dit que je vais être champion. Je vais être détenteur de la Coupe du Mali et puis être qualifié à la phase de poule de la CAF. Dieu merci. Aujourd'hui, le Real est champion. Nous avons été éliminés à la Coupe du Mali
Mais pour la Coupe CAF, nous sommes allés loin parce que nous étions dans la phase de poule. Donc dans notre groupe, on a terminé 3e. Aujourd'hui, vraiment, je suis un président très très heureux parce que mon objectif est atteint. Voilà, Yakounate, c'était là donc la joie de Maître Famara Dambélé, naturellement très heureux, à la limite un peu triomphaliste. Félicitations au président et bien évidemment à ses troupes. Et décidément fatigué, la saison 2022-2023 se révèle finalement comme une année de résurrection pour certains clubs mythiques. Oui, il s'agit notamment du RAL de Bamako et du Afia de Conakry, respectivement champions du Mali et de la Guinée saison 2022-2023. Après avoir connu des ères de gloire, ces clubs mythiques des années 60 et 70 étaient tombés dans une sorte de léthargie depuis la fin des années 80. Ils renouent ainsi avec un passé glorieux après 37 ans de passage à vide pour le Real de Bamako et 38 ans d'hibernation pour Afia de Conakry. Si le dernier titre de champion des Noirs et Blancs de Bamako remontait à 1986, celui des Verts et Blancs de Conakry datait de 1985. Alors, comme un symbole cette année, ces deux équipes qui ont produit certains grands noms du football africain, comme Salif Keita du Mali, Ballon d'Or 70, et Chérif Suleiman de la Guinée, Ballon d'Or 72, refont surface et se mettent subitement au devant de la scène. Une coïncidence certes anecdotique, mais qui suscite sans nul doute la curiosité des observateurs et qui fait également le bonheur des nostalgiques. Il reste maintenant à voir si cette renaissance va marquer le début d'une nouvelle ère dans la vie de ces clubs ou si elle constitue tout simplement le signe annonciateur de l'installation d'un nouvel ordre footballistique au Mali et en Guinée. Tout compte fait, ces deux sacres marquent déjà à la fois la fin d'un cycle et le début d'un autre pour les Real et les Afia de Conakry qui renaissent de leurs cendres tels des phénix. En attendant, nous allons changer de discipline. Fatigué, on passe au basketball avec l'Afro-CAN 2023. Ça ne va pas fort pour les aigles locaux. Deuxième sortie et nouvelle défaite hier. Absolument, défaite 56-62 face au Nigeria. Au compte de la deuxième journée de compétition hier, la sélection malienne a perdu contre son homologue du Nigeria 56-62. Deuxième revers en autant des matchs pour les nôtres. Lors de la première journée samedi, les aigles basketteurs locaux du Mali avaient déjà perdu 72-55 face à l'Angola, pays organisateur. Autre résultat enregistré hier, le Cameroun a perdu contre le Mozambique 65-71. Le Maroc a gagné sur le fil face au Rwanda 59-58. La Côte d'Ivoire a dominé le Gabon 66-52. La phase de groupe s'achève ce lundi avec 4 matchs au programme. Gabon-Kenya à 9h30, Mozambique-RDC à 12h, Tunisie-Maroc à 14h30 et Nigeria-Angola à 17h. Je rappelle que l'Afro-CAN 2023 est la deuxième édition de cette compétition de basketball organisée par FIBA Africa. Dans la première phase donc, du tournoi, les 12 nations sont réparties en 4 groupes de 3 équipes. Chaque pays rencontre les 2 autres adversaires de son groupe. Et le Mali en a déjà perdu. D'accord, Foutigui, c'est tout? C'est des matchs, oui, c'est l'essentiel. D'accord, ok. Voilà donc, c'était Foutigui, c'était les sports en direct. Merci Foutigui, belle journée à vous. À vous pareillement. Et la suite de ce journal dans un instant. Le rappel du sommaire, la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023 suite mais pas fin. Les troupes continuent leurs prestations sur le plancher. Hier soir, il y avait Koulikoro ou encore Dioïla. En marge de l'événement, s'est tenu le lancement d'une plateforme digitale destinée à géolocaliser et à répertorier les initiatives culturelles. La fin du Hajj pour la filière gouvernementale. Les derniers pèlerins de cette filière sont rentrés hier. Les difficultés n'ont pas manqué, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. À l'arrivée, 7 pèlerins manquent à l'appel. Mettre l'accent sur la formation, c'est l'une des toutes premières conclusions que tirent les organisateurs. L'actualité hors de nos frontières, la fin du sommet de la CEDEAO en Bissau, en Guinée, avec le retour du Nigeria au premier plan. Le président nigérian a été élu à l'unanimité à la tête de l'organisation sous-régionale. Parmi les sujets évoqués, le départ annoncé de la MINUSMA et ses répercussions possibles sur la sous-région. Pas d'adhésion à l'OTAN pour l'instant pour l'Ukraine. Kiev attendra certainement, selon le président américain, optimiste cependant. Quant à l'entrée de la Suède, le sommet de l'OTAN se tiendra à Vilnius, en Lituanie, et non en Finlande, comme nous l'a fait dire un lapsus tout à l'heure. Et Joe Biden, en route pour Vilnius, est arrivé hier au Royaume-Uni et se rendra après le sommet
En Finlande, et puis les sports football, l'AS Real de Bamako, sacrée championne du Mali, édition 2023, quatrième sacre des Noirs et Blancs de Bamako à l'issue d'une saison de résurrection pour certains clubs mythiques. À l'Afro-CAN de basketball, ça ne va pas fort pour les nôtres, 2 sorties et 2 défaites. Il est 7 heures passées de 29 minutes à Bamako, c'est la fin de cette édition. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Aliou Koulibaly, présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, la rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.